Salut mes cars, c'est Bran, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo hors série pour faire la revue de ma dernière imprimante. C'est parti. Oui, alors ce genre de titre enlève absolument tout suspense à la vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de l'Anycubic Chiron, la dernière imprimante grand volume du constructeur Anycubic, qui pour info nous avait régalé il y a quelques années avec l'Anycubic i3 Mega, que j'ai personnellement utilisé pendant à peu près un an de façon très intensive et qui a fini par me claquer entre les doigts. Alors pour éviter que vous fassiez un blocage sur cette information, durant toute la vidéo, je ne vous donnerai le prix de cette machine qu'à la fin de la revue. Alors j'ai acheté l'Anycubic Chiron lors des préventes qui ont eu lieu mi-août et je l'ai reçu il y a environ une semaine et demie, en début de semaine dernière. Et du coup, depuis, je vous prépare cette petite vidéo. Et donc, je vous propose de découvrir ensemble cette imprimante et de voir au travers de cette vidéo déjà de quoi elle est faite, sa structure, ses options, ses atouts, son premier allumage, les réglages qu'il y a à faire, ce genre de choses, mes premiers tests, mes premiers essais avec l'imprimante, les possibilités d'amélioration et d'évolution de la machine, et enfin, ma conclusion à chaud sur l'imprimante. Et on commence de suite avec l'unboxing et le montage. C'est parti! Bien, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à montrer, je vais passer cette partie en accéléré. Donc ce kit, comme n'importe quel kit en fait que l'on trouve sur internet, peu importe sa qualité au final, est super bien emballé, ça on ne peut pas le retirer. Dans le paquet, on retrouve déjà un manuel version papier, ce qui est assez rare, et surtout qu'il est très bien fait. Alors il a beau être en anglais, il est super bien expliqué et très bien illustré. Donc c'est assez simple après de suivre toutes les étapes pour pouvoir monter et utiliser l'imprimante. Ensuite, on retrouve un sachet qui contient toutes les pièces pour pouvoir assembler l'imprimante ainsi que les outils qui vont avec, forcément. Et ensuite, dedans, on a également tous les classiques de l'impression 3D. Une spatule, une pince, une paire de gants que personne n'utilisera jamais vraiment pour l'impression 3D puisque personne n'utilise de gants pour l'impression 3D FDM, une carte SD avec son lecteur USB, un câble USB et quelques pièces de rechange. Et ensuite, on passe à l'imprimante en elle-même qui, ici, est en deux pièces. On a d'abord l'arche, avec l'axe Z et l'axe X, et enfin la base avec le plateau et donc l'axe Y. Alors les deux sont un peu trop volumineux pour que ça rentre correctement sur le cadre, comme vous allez pouvoir le voir, donc, mais c'est pas grave. Alors à noter que j'ai trouvé dans le paquet une pièce en plastique cassée. J'ai mis un peu de temps à comprendre d'où elle venait, mais au final elle va au sommet de l'axe Z. C'est une des pièces qui permet de maintenir les tiges trapézoïdales en place. Alors la cassure est nette, il n'y a pas de petits morceaux ou quoi que ce soit, du coup une pointe de colle et c'était réglé. Et enfin, tout au fond du paquet, on trouve un échantillon de filament, là sous la forme d'une bobine de PLA de 1 kg. En même temps, le classique petit rouleau de 50 grammes de filament que l'on a dans les imprimantes 3D ferait vraiment pas le figure à côté du volume de la machine. Donc là, la bobine, ça paraît normal. Et c'est fini. Bien, donc comme je vous l'avais dit, rien de vraiment palpitant, mis à part la petite pièce cassée, et au final, ça s'est réparé très facilement. Et c'est exactement la même chose pour le montage. À la base, je voulais vous faire également un petit time-lapse du montage, mais quand j'ai regardé la vidéo, je me suis rendu compte que j'étais constamment hors champ. Alors tout simplement parce que l'imprimante, comme je vous l'ai dit, est particulièrement volumineuse. Donc c'est déjà difficile de la faire rentrer dans le cadre, mais en plus l'assembler tout seul est en quelque sorte un challenge. Du coup, à chaque fois que j'essayais de la monter, que je penchais les matériaux, puisqu'elle est quand même assez lourde, eh bien je les mettais sur le côté et du coup sur la vidéo, on ne voit que la moitié de mon corps en train d'essayer de monter cette imprimante. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais de toute façon, le montage de cette imprimante est très simple. En fait, Anycubic ont repris le même principe qu'ils avaient utilisé pour la Mega. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur la Mega ou si vous avez vous-même une Anycubic i3 Mega, vous savez que pour la monter, tout ce qu'il fallait faire, c'était mettre 8 vis et brancher 3 câbles. Et bien là, c'est le même principe. On a 4 vis qui vont traverser les profils aluminium de la structure de la base et qui vont venir se visser directement dans les profilés aluminium de la structure de l'arche. Ensuite, on a 2 plaques en T avec plusieurs vis dessus qui vont venir en fait se mettre aux jonctions de l'arche et de la base et qui vont venir tout verrouiller. À l'aide de ceux-ci, ce sont des petits écrous spéciaux pour profil aluminium qui vont venir se verrouiller à l'intérieur. Une fois que c'est fait, l'imprimante est déjà en place. Tout ce qui reste à faire, c'est retirer l'écran et le mettre à la bonne place, installer le support de bobine et brancher quelques câbles et c'est bon, l'imprimante est montée. Donc voilà, ça ne valait pas vraiment le coup de vous faire tout un montage vidéo pour ça. Bien, et maintenant que l'imprimante est montée et avant de passer à la suite de la vidéo, je vais faire ce que j'avais fait pour la Mega à l'époque et on va déménager. Et voilà, donc là j'ai installé l'imprimante dans ma chambre sur un bureau que j'ai fabriqué pour l'occasion. Alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'aime bien préciser le fait que j'ai fabriqué ce bureau.
Bien, donc l'imprimante ne rentre absolument pas dans le cadre, hein, comme je vous l'avais dit plus tôt. Donc voici une photo de l'imprimante à côté de la Mega pour vous rendre compte que oui, elle est très grande. Donc voyons un petit peu de quoi elle est composée et commençons par sa structure. Comme je vous l'ai dit, la structure de l'imprimante est en profilé aluminium. C'est généralement un gage de qualité et de robustesse. Alors bien sûr, comme pour tout, il faut que ce soit bien fait. Si on prend l'exemple de ma Tronxy X5 que vous pouvez voir en photo, la structure est également en profilé aluminium, mais l'imprimante est un petit peu volumineuse et ils ont utilisé des profilés de section 20 par 20, ce qui est assez petit pour une imprimante de cette taille, et surtout les jonctions entre les profilés ne sont pas du tout renforcées. Du coup, ça va poser des problèmes, ça crée pas mal de points faibles sur la structure qui au fil du temps vont probablement s'abîmer. Mais de toute façon cette imprimante n'imprime plus rien, donc au final ça fait pas grand chose comme différence. Là ici par contre c'est totalement différent, hein. On voit déjà que la plupart des profilés sont en section 20-40, hein, donc déjà un peu plus costaud, et comme vous pouvez le voir ici, ces pièces là, hein, ici et n'importe où en fait, sur toutes les jonctions des profilés, on a des pièces en plastique qui viennent tout renforcer. Donc on voit qu'ils ont fait ça correctement et qu'ils n'ont pas fait ça juste pour utiliser des profilés, parce que généralement on associe facilement les imprimantes d'assez bonne qualité avec les structures en profilé aluminium. Le guidage des axes se fait directement sur les profilés, c'est-à-dire que comme pour la Tronxy X1, on a des roues qui viennent prendre en sandwich les différents profilés, ce qui donne un guidage vraiment très fluide en fait des axes. C'est un petit peu mieux que ce qu'on a généralement sur les imprimantes 3D qui utilisent des tiges lisses avec des roulements linéaires qui s'usent très vite déjà, hein, et qui pour des imprimantes de cette taille ne serait vraiment pas très bon. L'entraînement des axes se fait à l'aide des courroies pour les axes X et Y, et pour l'axe Z on a des tiges trapézoïdales classiques. Elles sont maintenues en haut avec des pièces en plastique qui contiennent un petit roulement dans lequel vient se piéger l'axe, hein, vous pouvez voir sur la photo, c'est l'une des fameuses pièces qui s'était cassée dont je vous ai parlé plus tôt. Bien, donc maintenant voyons un petit peu plus en détail de quoi elle est faite. Donc on commence avec l'extrudeur qui est ici, comme vous pouvez le voir, il est monté en Bowden, c'est-à-dire qu'il est déporté, et il est relié par un tube Téflon à la tête qui est une 3D V5. Niveau connectique, c'est le même principe que la Mega, c'est-à-dire que la tête est reliée à la base par un jeu de câbles qui peuvent se déconnecter. On a un connecteur sur la tête ici et des connecteurs sur la base. À la différence de la Mega, par contre, ils n'ont pas utilisé de simples connecteurs carte à carte, hein, qui étaient pas très stables au niveau de la tête et qui ont fini par causer la mort de ma Mega. Non, là on a des connecteurs qui sont vraiment beaucoup plus résistants, c'est-à-dire que c'est des connecteurs en quelque sorte à verrou, ils ont un clip qui les maintient en place, donc ça a l'air beaucoup plus résistant. Derrière l'extrudeur, on retrouve un capteur de fin de filament, c'est une option qui est maintenant assez générique sur toutes les imprimantes 3D, mais qui il y a encore quelques temps était très rare, voire on ne la trouvait pas. Du coup pas mal de personnes s'amusaient à créer leur propre option, mais il fallait avoir des connaissances déjà en électronique et surtout en firmware pour pouvoir le modifier et entrer une fonction pause qui arrêtait l'imprimante en cas de fin de filament. Donc c'était pas vraiment très simple à faire. Et je peux vous dire que c'était assez frustrant de rentrer chez soi, de voir que son print était terminé, mais qu'il manquait un petit centimètre parce que on était à court de filament. Donc là ça foutait en l'air des prints super longs, c'était particulièrement énervant. Là maintenant ce n'est plus le problème. Dans le même esprit, on a la fonction qui permet de reprendre une impression après une coupure de courant. Alors c'est une fonction qui existait déjà sur la Mega, mais heureusement je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Et là c'est la même chose, on peut facilement ajouter une ligne sur le G-code qui va permettre d'activer cette fonction. Donc c'est également une très bonne chose. Niveau écran, on a un écran tactile avec un menu personnalisé par Anycubic qui est en fait une interface qui est très intuitive. C'est vraiment très facile de se balader dans les différents menus, de comprendre tout ce qu'il y a. C'est en anglais mais on le comprend parfaitement. Je ne sais pas s'il y a une langue française dessus, j'ai même pas regardé en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est très facile à utiliser. Donc c'est encore une très bonne chose. Le plateau quant à lui est muni de la surface ultra base développée par Anycubic. C'est une surface qui offre une très bonne accroche à chaud et une très bonne décroche à froid. En fait ça fonctionne grâce au revêtement qui va se rétracter au fur et à mesure qu'il va refroidir. En se rétractant du coup il va légèrement bouger, ce qui fait que la pièce va tout simplement se décoller. Alors j'étais un petit peu sceptique la première fois que j'en ai entendu parler, mais après l'avoir installé sur ma Mega, et je dois avoir encore la vidéo quelque part dans ma chaîne YouTube, eh bien j'ai été particulièrement bluffé. C'est vrai, ça tient très bien quand c'est chaud, hein, ça règle pas mal de problèmes, et une fois que c'est froid, c'est comme si la pièce était posée dessus, hein, on peut la retirer sans difficulté. Donc franchement c'est vraiment une très bonne surface d'accroche. Et le plateau, justement, parlons-en. Depuis le début de la vidéo, je vous dis que l'imprimante est particulièrement grande, hein, vous avez pu le voir vous-même, mais je ne vous ai pas dit quel était son volume d'impression. Et j'ai fait exprès un petit peu, c'était juste pour vous faire languir un petit peu.
Donc niveau volume d'impression, jusqu'à présent qu'est-ce que j'avais? Du 15 par 15 par 15 pour ma Tronxy X1 et ma DaVinci. Un peu petit mais peut faire l'affaire. Du 20 par 20 par 20 pour ma Mega et celles qui l'ont précédé. C'est la taille classique des imprimantes 3D, environ 20 par 20 par 20. On trouve ça sur quasiment toutes les imprimantes génériques. Et enfin du 20 par 20 par 30 je crois pour ma Tronxy X5 qui de toute façon n'imprime pas, donc ça sert à rien d'avoir un tel volume. Et bien l'Aquiron les détrône toutes avec du 40 par 40 par 45. Oui, c'est un volume gigantesque. Si vous faites le calcul, c'est 8 fois plus grand que le volume de la Mega. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même particulièrement immense. Alors, j'en entends déjà me dire que oui, ça sert à rien d'avoir un tel volume d'impression, c'est beaucoup trop grand. Et c'est vrai, je suis d'accord, on n'a pas besoin d'un tel volume jusqu'au moment où on en a besoin. Oui, c'est comme ça. Ça m'est arrivé plus d'une fois en fait d'avoir un projet, une pièce à imprimer et de me rendre compte qu'en fait elle est un peu trop grande pour la Mega. Du coup, ça fout en l'air un projet, on est obligé de couper la pièce, ça fait des jonctions, c'est pas génial. Là, avec ce plateau super grand et ce grand volume d'impression, eh bien on peut imprimer beaucoup de pièces. Et avant de trouver des pièces qui ne rentrent pas sur le plateau, va falloir y aller. Parce que généralement, au-delà de 40 par 40, les gens font des pièces qui sont déjà en plusieurs parties. Ça sert à rien, il y a très peu d'imprimantes qui dépassent ce type de volume, à part les imprimantes industrielles. Donc franchement, c'est un très bon point. Mais qui dit grande surface d'impression dit également quelques petites options en plus. Déjà, on a l'ajout d'un deuxième capteur de fin de course. Généralement, les imprimantes en Z, elles ont un seul capteur de fin de course ici, comme celui-ci. Mais en fait, le problème, c'est que si jamais, par malheur, on fait bouger l'axe, et c'est quelque chose qui peut arriver très facilement. Sur la Mega, je sais que beaucoup avaient le problème parce que l'axe était beaucoup trop sensible au mouvement. Beaucoup de personnes qui retiraient le tube Teflon ou qui faisaient du nettoyage de bus, qui retiraient le filament, avaient ce problème, c'est-à-dire qu'en forçant un petit peu trop, l'axe se désaxait. Et avec les tiges trapézoïdales, en fait, c'est très facile de le faire. Et alors, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'abîmer l'imprimante, elle est toute neuve, mais voilà, ça pouvait arriver. Et du coup, après, il fallait recalibrer tout. Du coup, beaucoup de personnes avaient déjà ajouté un deuxième end-stop sur la Mega. Mais si sur un plateau de 20 par 20, on peut encore régler le problème manuellement, s'amuser un petit peu avec les axes pour essayer de le remettre droit, c'est faisable. Je l'ai fait plus d'une fois, plutôt que de refaire à chaque fois tout le réglage du plateau. Non, c'est faisable. Par contre, sur un plateau de 40 par 40, de suite, ça pardonne pas. Non, c'est beaucoup trop grand. Du coup, on a un deuxième capteur de fin de course ici. D'ailleurs, ce ne sont pas des capteurs classiques, physiques, de simples interrupteurs comme on a d'habitude, comme celui-là. Mais ce sont des capteurs optiques qui sont censés être beaucoup plus précis. Du coup, en fait, ça nous permet d'avoir à chaque fois que l'on demande à l'axe de se mettre à son zéro, d'être sûr que l'axe Z est parallèle toujours à une même ligne. Du coup, on n'a plus que le plateau à régler. Et justement, pour le réglage du plateau, il y a une option supplémentaire. En fait, Anycubic ont ajouté une option qui permet de faire en quelque sorte une cartographie du plateau. Donc comment ça fonctionne? C'est tout simple. On installe cette petite sonde sur la buse. En dessous, il y a un support magnétique. Et on lance l'option de sondage qui va tout simplement venir prendre 25 points sur le plateau. 5 fois 5 lignes de 5 points. Et grâce à ça, l'imprimante va en fait savoir exactement quelle est la forme du plateau. Parce que même si c'est une surface en verre, il peut y avoir quelques aspérités, quelques irrégularités. Et comme ça, en fait, l'imprimante saura parfaitement quelle est sa surface, sur quoi elle va travailler. Et elle va pouvoir faire quelques corrections en cours de route pour avoir une première couche qui sera toujours bien collée au plateau. Bien, maintenant qu'on a vu de quoi elle était faite, voyons un petit peu de quoi elle est capable. Et au premier allumage, on ne peut pas y couper. Il faut passer par le réglage du plateau, justement. Donc sur cette machine, le réglage se fait en 2 étapes qui doivent être au préalable activées par un G-code. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le menu d'impression et lancer le G-code, lancer l'impression d'un G-code spécifique. Ça ne va rien imprimer bien sûr, mais voilà, ça va activer les options. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça exactement, mais voilà, c'est comme ça. Donc on active les options et ensuite on peut passer à la première étape, qui est une étape assez conventionnelle, c'est la fameuse technique de la feuille de papier. C'est-à-dire que l'on va demander tout simplement à l'axe Z de se mettre à son zéro. On prend un morceau de papier. On vient passer la buse sur un angle et en fait le but est tout simplement de régler le plateau, la hauteur du plateau,
en jouant un petit peu sur la molette qui est en dessous. Et le but est que la feuille de papier soit vraiment presque collée à la buse, c'est-à-dire qu'elle frotte un petit peu. Alors là j'ai fait d'autres réglages, du coup ça marche plus du tout, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait on fait ça aux quatre coins, hein, on place la buse aux quatre coins, on la place un petit peu de partout pour voir que ça ne frotte nulle part. On recommence plusieurs fois et après on obtient un plateau qui est généralement assez bien réglé. Du coup, après cette option, j'ai décidé de directement imprimer la pièce de test qui est fournie sur la carte SD, à savoir celle-ci. C'est une pièce qui va tester le réglage du plateau sur toute la surface, hein, donc c'est normal qu'elle ait cette taille. Et pour un premier résultat, c'est franchement pas mal. Hein. Alors, certes, c'est pas parfait, mais là, ce que ça veut tester dans un premier temps, déjà, c'est la première couche. Et j'avais vraiment une très bonne première couche, puisqu'il n'y avait pas de décollement, pas d'écrasement. Alors, on a toujours quelques petits fils qui se baladent. Et on a surtout ces parties-là. Hein. C'est des parties qui se décrochent, là, comme ça, qui ne sont pas sur le cercle, alors qu'elles ne sont pas sur le modèle. Du coup, ça m'inquiétait un petit peu quand j'ai vu ça s'imprimer. Je me suis dit, ça vient peut-être de l'imprimante, genre des courroies qui ne sont pas assez tendues, ce genre de choses. Mais j'ai regardé, en fait, j'ai ouvert le G-code de ce fichier directement sur Cura, on peut le faire, et j'ai vu que ça faisait partie du modèle, enfin que ça faisait partie du G-code, donc il y a eu un problème à la génération du G-code. L'imprimante fonctionne bien donc. Donc c'était un premier test qui était plutôt concluant, donc je suis passé à l'étape suivante, hein, à savoir le sondage. Donc je l'active avec le fameux G-code, et ensuite je demande à l'imprimante de se mettre à tous ses zéros. J'installe la sonde, hein, donc il faut la brancher en haut. Il y a une petite prise pour ça. Hop. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a un support magnétique. Et enfin, il suffit tout simplement de lancer l'option. Je ne vais pas le faire là, puisque de toute façon, ce n'est pas le but de la vidéo de vous montrer comment tout fonctionne. Mais voilà, on va dans l'option, on lance sondage et ça va tout sonder. Ça va faire les 25 points. Et après, normalement, on a une cartographie parfaite du plateau. D'ailleurs, on peut voir là-dessus. Ouais, on voit bien, on a les 25 points, on peut en sélectionner chacun pour voir un petit peu quelles sont les différentes valeurs et surtout on voit que c'est pas du tout la même valeur. Bref, c'est des valeurs qui ne varient pas beaucoup, hein. C'est en millimètres, en dixième de millimètre, je sais plus, mais bref, ça varie pas beaucoup, mais quand même ça peut être important pour une première couche puisqu'on imprime quand même à 200 microns ou 100 microns. Donc là, forcément, c'est déjà pas mal. Du coup, hop là, on va remonter un petit peu l'axe pour la suite. Bien, du coup, après ça, je me suis dit, j'ai envie de commencer à imprimer. J'étais un petit peu impatient. Et j'ai donc voulu commencer par imprimer un modèle que j'imprime quasiment toujours pour tester une imprimante ou un filament. Hein, ce sont ces œufs. Hein. J'en ai déjà imprimé quelques-uns, on va dire. Et c'est un modèle que j'utilise, comme je l'ai dit, très souvent pour tester une imprimante. Parce qu'au final, on a un peu de tout. C'est un œuf en 3 pièces. Hein. Et on a tout, on a de la tolérance, on a des overhangs, on a des formes organiques, on a des ponts, bref, on a un peu de tout et c'est un modèle que j'aime bien donc, pour tester. En plus, le design est sympa et ça change un petit peu des Marvin et autres. Donc j'ai voulu imprimer ça et j'ai pas trop fait gaffe. Donc j'ai pas regardé de suite, mais au bout de 5 minutes, je regarde un petit peu comment ça avance et je vois que ça imprime dans le vide. Et comme je venais tout juste de configurer Cura pour cette imprimante, je me suis dit, bon ça vient de ma configuration. Donc je relance l'impression de cette pièce hein. Et quand je regarde je vois que pareil ça imprime dans le vide. En fait la buse était à quoi 6-7 mm du plateau, donc je me suis dit ça pouvait forcément que venir de l'option de sondage et en fait c'est le cas. J'avais pas lu complètement le manuel et je me suis rendu compte que j'ai sauté la fin de l'étape. En fait si vous regardez bien là vous pouvez voir, je crois, oui. Ici, on a la buse et ici, on a la sonde. La sonde est beaucoup plus basse que la buse. Du coup, le logiciel va essayer de compenser, mais il ne peut pas compenser complètement parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus stable. Alors, même si c'est très léger, du coup, on a un léger décalage qu'il faut régler manuellement. Donc, il faut régler l'offset, tout simplement. On va dans les paramètres avancés voilà. Et on règle manuellement l'offset. Alors la première fois que je l'ai fait, je suis allé un peu trop bas, trop vite et j'ai rayé mon plateau à cet endroit. Je sais pas si on voit une légère trace. Hein. En fait j'ai rayé parce que la buse était trop basse. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. C'est juste une ligne, ça devrait pas faire grand chose.
Donc après j'ai tout remonté, puis j'ai réglé petit à petit et j'ai réussi à obtenir assez facilement, hein, en quoi 10 minutes même pas, j'ai réussi à obtenir le réglage parfait. Du coup maintenant mes premières couches sont très bonnes. Et après j'ai imprimé enfin mon œuf que voici. Donc je ne l'ai pas assemblé, là on a encore le bris dessus. Donc pour un premier print c'est plus que correct, hein. Vous pouvez voir sur la photo, c'est plutôt propre. Mais c'est pas complètement propre. En fait, quand il était encore sur le plateau, il y avait pas mal de fils, hein, du filament qui est sorti lorsqu'il ne devait pas sortir. Et là, on peut encore voir pas mal. Je sais pas si on voit bien. Elle fait pas le focus celle-là. Bref, vous pouvez peut-être voir que c'est pas parfait. Il y a pas mal de petites perles, c'est des petits amas en fait de filaments qui, pareil, sont dus à une trop haute température. En fait, quand le filament est trop chauffé, quand la buse est trop chaude, eh bien le filament continue à sortir de la buse même quand il n'est pas censé sortir, c'est-à-dire quand il y a de la rétractation ou quand il y a la buse qui se balade sans avoir besoin d'imprimer. Du coup, on a sur les bords ces petits accumulats de filaments, ces petits amas. On en a aussi à l'intérieur, ce qui bousille un peu le pas de vis. Du coup, ça marche pas très bien. Et après, donc, j'ai décidé d'imprimer ceci, un torture test pour imprimante 3D. Donc c'est en fait une pièce qui permet de tester pas mal de paramètres de l'imprimante. Ça teste les dômes, les overhangs, les ponts, les petits trous aussi, voir si ça arrive à les faire complètement circulaires, ce genre de choses. Bref, ça va tester pas mal de paramètres de l'imprimante. Et mis à part le fait qu'il y a encore plein de fils qui se baladent de partout, ces petits accumulats de filaments, eh bien ça a super bien marché. Les dômes sont lisses, les ponts sont nickel. Les overhangs sont super bien sortis, vous pouvez voir sur la photo, mis à part le fait que c'est pas très propre, c'est plutôt propre. Même la tour est super bien sortie, bon il y a pas mal de filaments accumulés dessus, mais non franchement c'est plutôt une réussite. Mais après j'ai décidé quand même de faire une tour de température pour régler enfin ce problème. Et voici le résultat. Ouais, non, c'est n'importe quoi. C'est un forage complet, mais c'est pas la faute de l'imprimante. En fait, pour faire cette tour, j'ai utilisé Cura, la dernière version de Cura, à 3 points quelque chose, parce que je pouvais utiliser dessus un plugin qui permettait de monter la température au fur et à mesure de la hauteur, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais là, ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi, mais j'avais des gros problèmes de sous-extrusion. Du coup, c'est vraiment, il n'y a aucune cohésion, c'est mal extrudé, c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai arrêté la pression, je suis repassé sur Cura 1.5, celui que j'utilise tout le temps, et j'ai imprimé ceci, une autre tour de température un peu plus petite, et là le résultat est plutôt bon. Vous pouvez voir sur la photo, elle va de 240 jusqu'à 180, et à partir de 200 degrés, eh bien on voit qu'il n'y a plus de fils qui traînent. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'en fait j'imprimais à chaque fois un peu trop. J'avais l'habitude d'imprimer à 200-210 degrés sur ma méga. Donc là je vois qu'à partir de 200 degrés en dessous c'est plutôt bon. Et si on regarde, alors je pense pas pouvoir vous montrer à la caméra, mais les overhangs à partir de 190 degrés on a quelque chose de vraiment très propre. Du coup j'ai recommencé à imprimer mon œuf et cette fois j'ai obtenu ceci. L'œuf final. Pas de fil, pas d'accumulat de filaments. Ça marche nickel, ça tourne, c'est propre. Et franchement, en une journée, réussir à régler complètement une machine pour pouvoir obtenir un print pareil, moi je dis c'est nickel, c'est un premier test qui est réussi. C'est propre en fait, c'est nickel je trouve. Bien, maintenant qu'on a vu de quoi elle était faite et de quoi elle était capable, on va pouvoir passer à une partie qui pour moi est très importante dans le choix d'une imprimante 3D type DIY ou RepRap. C'est les possibilités d'amélioration et d'évolution de la machine. Et on commence avec les améliorations. Alors ce que j'entends par amélioration, c'est tout simplement qu'est-ce que je peux changer de l'existant sur cette machine pour améliorer sa qualité. En fait, c'est généralement le remplacement de pièces qui sont d'assez mauvaise qualité ou le renforcement de la structure. Et là, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Toutes les pièces sont déjà renforcées. La structure est très bien renforcée. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est vraiment très robuste. On a l'installation d'une chaîne de câbles, ce que j'aurais installé directement si elle n'y était pas. Pareil, on a une très bonne gaine pour la protection des câbles. Donc ça, c'est nickel. On a les connecteurs qui sont protégés. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose que je modifierais sur cette machine en l'état. La seule chose que je pourrais modifier sur cette imprimante, c'est les ventilateurs qui sont particulièrement bruyants. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre avec mon micro, mais attendez, je vais le rapprocher. Voilà,
Donc entre le ventilateur de la base, le ventilateur de l'alimentation qui a besoin d'un ventilateur puisque c'est une grosse alimentation quand même, et les ventilateurs de tête lorsqu'ils sont allumés, eh bien ça fait un boucan d'enfer. Du coup c'est pas une imprimante que vous pouvez installer dans une pièce de vie en fait, dans un salon, dans une chambre, parce que avec ce volume d'impression vous allez faire de gros prints forcément. Donc forcément à un moment ça va vous empêcher de dormir ou tout simplement de profiter de votre pièce. Donc c'est quelque chose qu'on installe dans un atelier ou dans un garage. Du coup je pense que je vais très vite remplacer les ventilateurs par des ventilateurs tout aussi performants mais beaucoup plus silencieux, hein, ça existe, hein, donc des plus haut de gamme. Et je pense que ça va régler ce problème. Mis à part ça, il n'y a pas d'amélioration de base que je verrai. Maintenant au niveau de l'évolution de la machine. Alors, une des choses que j'avais reproché à la Mega quand je l'avais acheté, c'est sa structure en acier. Alors certes, c'était très rigide, très robuste et c'est probablement, ça va durer très longtemps. Mais le problème, c'est que si je voulais modifier la taille des axes, je ne pouvais pas. Alors que là, avec une structure en profil aluminium, eh bien, c'est très facile de modifier la structure. C'est-à-dire que si jamais je veux les remplacer par des profilés plus grands, hein, pour agrandir la taille des axes, par exemple, eh bien, je peux, ça ne coûte pas trop cher, ça se trouve facilement sur Internet et on peut en avoir de toutes les tailles. Donc, franchement, c'est faisable. Alors bien sûr sur une imprimante de cette taille je ne vais pas m'amuser à l'agrandir encore plus, hein. Il n'y a que l'axe Z que je pourrais agrandir sans trop de difficultés, mais le reste en fait il faudrait que je change beaucoup de choses sur la structure et surtout il faudrait que je change les moteurs qui auraient beaucoup de mal à faire bouger un plateau beaucoup plus gros par exemple, hein. Donc il faudrait que je passe par des moteurs NEMA 23, ça demande de changer les drivers, ça demande beaucoup de choses, ça vaut pas trop le coup. Déjà utiliser du 40 par 40 par 45 ça va être quelque chose. Mais cette structure a quand même d'autres avantages, hein. Le fait que ce soit des profilés fait que l'on peut facilement créer des pièces qui peuvent venir se fixer sur les profilés, de la même façon que l'écran est attaché à la structure. Du coup, on peut facilement rajouter par exemple une caméra, un support pour caméra pour pouvoir venir filmer les timelapses. On peut rajouter, je sais pas, un boîtier pour Raspberry Pi pour pouvoir contrôler l'imprimante à distance, un boîtier pour alimenter par exemple un éclairage, hein, des LED que l'on pourrait venir mettre dans les rainures ici, hein, pour éclairer complètement la zone d'impression. Ça, on peut très bien le faire. On peut rajouter pas mal de choses, pas mal d'options sur cette structure et c'est vraiment quelque chose de très bien. En fait, le profilé aluminium est choisi par beaucoup de constructeurs, déjà parce que c'est pas très cher, hein, et que c'est facile à créer une structure vraiment correcte dessus, mais surtout ça c'est préféré par beaucoup de makers parce que une fois qu'on a son imprimante 3D depuis un petit moment, on sait exactement ce qu'on veut rajouter dessus et beaucoup s'amusent à modifier leur imprimante pour leur ajouter des fonctions. Et le profil aluminium, ça aide vraiment dans ce processus puisque ça rend la chose vraiment très très simple. Donc c'est une très bonne chose d'avoir ces profilés parce que ça ouvre le champ à beaucoup de possibilités. Donc encore une fois, je trouve que la Chiron là, elle s'en sort pas mal. Bien, du coup je crois qu'on a vu tous les points qu'il y avait à voir, on va pouvoir passer à la conclusion. Alors gardez en tête que l'avis que je vais vous donner, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, et surtout que j'ai cette imprimante que depuis une semaine. Et mis à part quelques œufs, j'ai pas imprimé grand chose dessus. Si ça se trouve, je vais voir pas mal d'améliorations à ajouter au fil du temps, et je vais peut-être avoir d'autres idées. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve que la Chiron est une très bonne imprimante 3D. Son prix est compris entre 500 et 600 €, ce qui pour une imprimante de ce volume et de cette qualité est très très rare, voire quasiment introuvable. Je dirais la seule concurrente directe dans la même gamme de prix et de qualité, et encore je pense qu'elle est un peu plus chère, c'est la gamme des CR10 et je suis pas trop fan de ça, mais il paraît que c'est une très bonne machine, donc bon, je l'ai pas essayé mais c'est comme ça. Enfin bref, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, à cet ordre de prix, généralement si on trouve une imprimante de ce volume, c'est pas de la bonne qualité. En fait, on n'a jamais le prix, la qualité et le volume d'impression à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on a une imprimante qui coûte 600 € et qui a un volume pareil, la qualité sera pas bonne du tout, les structures seront pas du tout renforcées, les pièces seront de très mauvaise qualité. Bref, la personne qui aura créé cette imprimante l'aura fait uniquement juste pour vendre une imprimante grand volume, pour attirer les gens avec du grand volume. De même, si jamais vous trouvez une imprimante de cette qualité et de ce volume, et bien là, niveau prix, on double ou triple, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore un an, 6 mois, les rares imprimantes qui avaient ce genre de volume, c'était par exemple la G-Max, et c'est 1000-1500 € par exemple. Donc il y en avait quelques-unes, hein, mais déjà pas aussi gros et surtout beaucoup plus cher.
c'était de la bonne qualité quand même, hein. Mais voilà, c'était extrêmement cher, donc pas vraiment accessible au commun des mortels, on va dire. Du coup, si vous avez besoin d'une imprimante grand volume, franchement, je peux que vous la recommander. J'ai pas essayé d'autres imprimantes de cette taille, hein, c'est sûr, mais comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup sur le marché quand même qu'on peut facilement s'offrir. Ça, c'est quand même assez nouveau et c'est une très bonne chose, je trouve. Pour l'instant, je ne vois rien à redire sur cette imprimante. Par contre, si vous n'avez pas besoin d'un tel volume d'impression, si vous avez besoin d'un volume d'impression conventionnel, hein, de 20 par 20 par 20, et que vous avez un tel budget à mettre dans une imprimante 3D, là je ne vous la recommande pas. C'est une imprimante qui prend beaucoup de place et qui est très bruyante, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'il vous faut un endroit où la mettre, un endroit qui ne va pas vous gêner. Moi je vais la mettre dans mon atelier parce que je sais qu'elle ne me prendra pas de place là-bas. Surtout, elle ne me réveillera pas la nuit. Là, j'ai fait déjà quelques prints pendant la nuit et je peux vous dire que j'ai très mal dormi. Donc, si vous n'avez pas besoin d'une imprimante avec un tel volume et que vous avez cet argent à mettre dedans, je vous conseillerais plutôt de partir vers une imprimante comme la Prusa i3 Mark III. C'est la référence, hein, les Prusa i3, c'est vraiment la référence de l'impression 3D. C'est eux qui ont développé, je crois, le design que l'on retrouve sur toutes les imprimantes. Et franchement, à ce prix-là, c'est une imprimante de très bonne qualité. La Prusa est une très bonne imprimante. Donc forcément, si vous avez un budget pour une bonne imprimante 3D, je vous conseillerais de partir dessus plutôt que sur un monstre comme celui-là qui, quand même, est particulièrement volumineux. C'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient si on ne voit pas ça comme un avantage. Bref, vous m'avez compris, cette imprimante est bien si vous voulez du gros volume, sinon c'est un petit peu overkill. Mais moi je voulais une imprimante gros volume parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire depuis un bon moment et ce genre de volume, on ne trouve pas ça partout et c'était l'occasion ou jamais. Donc voilà mon avis sur la Chiron. C'est une très bonne imprimante si on en a l'utilité, mais si vous ne voulez pas un gros volume, je ne peux pas vous la recommander. C'est vraiment spécifique pour des besoins spécifiques. Donc bien. Donc d'ici quelques semaines, probablement un mois, je vais sortir une nouvelle vidéo sur la Chiron, comme j'avais fait pour la Méga à l'époque, pour vous donner mon avis avec un petit peu de recul. Ça se trouve, d'ici quelques semaines, j'aurai noté quelques petits problèmes sur l'imprimante qui nécessiteront des modifications ou qui me feront changer d'avis dessus. Mais en attendant, pour l'instant, j'ai rien à redire. Et voilà, donc c'est tout pour cette revue, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas abordé tous les sujets sur cette machine. J'ai pas vu en détail ce qu'il y avait dans la carte, quel type d'alimentation on avait. Donc si vous avez des questions à propos de cette machine, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez directement me contacter dans les commentaires ou me poser des questions directement par mail. Je vous répondrai sans problème. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!